Bon, merci d'être là. Je profite, on profite de la conférence de presse d'avant-match pour venir donner quelques explications quand même avant sur la décision qui a été donnée hier par la DNCG. Je vais la reprendre. C'est une rétrogradation à titre conservatoire avec un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter à titre onéreux. La première chose que je voudrais vous dire, bon, vous savez, je crois que ça doit être une des rares fois sur laquelle j'interviens en ayant pris des notes. Vous avez remarqué que j'ai toujours fait mes conférences de presse ou mes interventions sans jamais me servir de quoi que ce soit, mais là je me suis fait quand même un petit pense-bête parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et je vais essayer de ne pas en oublier. La première des choses que je voulais vous dire, c'est que si on avait touché les droits télé que l'on aurait dû toucher, qui avaient été prévus en début de saison, on ne serait pas devant vous à cette heure-ci. Ça, c'est la première des choses. Pour rentrer un petit peu dans le détail, on a présenté un budget révisé au 31 octobre 2024 qui fait apparaître des nouveaux produits, les nouvelles charges et un plan d'économie sur la masse salariale. Ce budget-là, en termes bilanciels, il n'a pas été remis en cause par la DNCG. C'est un point très important, c'est-à-dire que quand on fait l'état des produits et des ventes, la DNCG trouve que notre bilan est dans la continuité et dans la conformité de ce que peut présenter un club de football. Et ça, là-dessus, ils ont acquiescé la chose. Là où ils se sont focalisés, c'est sur le besoin en fonds de roulement qui est créé parce que nous avons établi dans notre fonctionnement. Ce fonctionnement, c'est quoi? C'est les investissements que nous avons réalisés. Les investissements dans l'organisation de l'effectif professionnel, dans l'organisation du centre de formation, dans l'aménagement structurel, des aménagements au stade, avec les 2 espaces VIP qui ont été créés pour recevoir les partenaires qui devaient être assis sur les espaces latéraux du salon, des aménagements toujours au centre de formation, avec des petits aménagements, mais qui ont un coût et qui font avancer le club. Ça, c'est les investissements. En face de ça, on a des produits, les produits traditionnels club, et on a des ventes de joueurs. Et les ventes de joueurs, il faut savoir qu'elles ne sont pas encaissées au moment où vous effectuez la vente. En revanche, vos investissements, vous les réglez de suite. C'est-à-dire quand vous faites travailler un entrepreneur, ou enfin peu importe ce que vous faites comme travaux, vous faites vos travaux et vous réglez la facture qui vous est donnée. Quand vous vendez un joueur, vous établissez une facture et souvent, très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, dans vos négociations avec les clubs, vous avez un échelonnement des paiements. Et ça, c'est ce qui crée aujourd'hui notre besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple, c'est celui que j'ai pris hier et je vais rester sur celui-ci. Florian Bianchini a été vendu en début de saison et on a traité avec Swansea le fait qu'ils allaient nous régler 2,3 millions échelonnés sur 3 saisons. À ce jour, on a encaissé 400 000 euros de Swansea. Derrière ça, on a un accord avec le club d'Amiens, à qui on avait récupéré Florian Bianchini, auquel on doit une certaine somme, puisqu'on avait récupéré le joueur gratuit. Mais il y avait un engagement de verser un pourcentage de la somme de la vente. Et cet engagement-là, le Sporting le tient auprès d'Amiens. Donc le Sporting a réglé la part qu'il devait régler à Amiens. Du coup, les 400 000 moins la part qu'on doit donner à Amiens, ça vient aussi diminuer cette trésorerie. Donc on est sur un besoin, on crée quelque chose qui est négatif, mais tout ça, il n'y a rien de surprenant. Et ce n'est pas une surprise pour nous, on ne le découvre pas. On savait très bien que ça allait se passer comme ça. Alors,
on a toujours tout fait pour faire en sorte de trouver des revenus supplémentaires pour éviter d'être dans cette impasse-là. Hein. Mais on savait qu'elle allait arriver. Pour autant, ça ne nous a pas empêché de faire ce que j'ai énoncé tout à l'heure, les investissements que l'on avait prévu de faire. Je parle des investissements dans l'organisation et dans les infrastructures. Parce qu'il aurait été plus simple peut-être, dans une gestion d'entreprise, comme dans une gestion d'entreprise traditionnelle, le plus simple aurait été de dire on reporte l'investissement, on reporte l'organisation. Sauf que ce n'est pas ce que nous voulions pour le club. Nous voulons continuer d'avancer. Et je viendrai ensuite sur justement cette volonté d'avancer. Le club doit continuer ses efforts et on a engagé un processus de changement de politique globale sur l'aspect financier et de changement de politique sportive. On se voyait mal demander à Frédéric Antonetti, pour ne pas le citer, de venir nous rejoindre pour appliquer une politique sportive et de lui dire, bon, tu viens, bon, mais surtout, on ne pourra pas faire de joueurs, on ne pourra pas recruter Benoît Tavenot, on ne pourra pas acheter Zakaria Harris, on ne fera pas... Alors on ne lui demande pas de venir, si c'était pour faire ça. Donc on assume les investissements qu'on a faits. Et on est dans cette... C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. C'est parce qu'on assume ces décisions et on assume le fait que aujourd'hui on ait subi une mesure qui soit pas favorable pour le club. Mais encore une fois, tout ça c'est assumé. Et maintenant, il faut qu'on continue d'avancer. On a plusieurs choses à faire. Alors la première chose, c'est évidemment de pallier au plus urgent, c'est de faire en sorte, mais on n'a pas attendu la décision pour faire ça, puisque, encore une fois, je vous dis que ce n'était pas une surprise. Ça fait quelque temps déjà qu'on travaille sur le fait, avec des organismes financiers, pour faire en sorte de se faire financer, justement, ce reliquat de vente de Florent Bianchini, par exemple, pour essayer de récupérer de la trésorerie et faire en sorte de continuer d'avancer. Donc, ça, c'est ce que l'on est en train de faire aujourd'hui pour pallier au plus urgent, qui est le fait de pouvoir trouver cette trésorerie. Ensuite, il y a le travail que l'on doit continuer d'appliquer, un nouveau travail que l'on doit faire, et pareil, on n'a pas attendu de le faire, on est déjà rentré en contact avec des gens locaux, pour faire en sorte que ces personnes-là puissent nous rejoindre au sein du club, en tant qu'actionnaires lambda, je dirais, comme n'importe quel actionnaire des 14 000 qui composent notre capital aujourd'hui, ou alors de dire, j'amène une somme qui est conséquente, est-ce que je peux participer au conseil d'administration et voir s'il n'y a pas un moyen d'élargir le conseil d'administration, de faire en sorte qu'on soit un panel de souscripteurs qui soit... Alors, soit il faut qu'on soit très nombreux avec des petits moyens, ou alors on peut être peu, mais avec de gros moyens. On a l'occasion aujourd'hui de donner la force au club d'être les deux à la fois. On peut être très nombreux, à la mesure de chacun, et on peut demander à des gens qui sont assez forts économiquement pour venir nous épauler. Désolé, une petite question. Au Collège des fondateurs, on sait que les droits de vote sont bien entendu calés dans les statuts du SKIC et que le Collège des fondateurs a la main sur une partie importante des droits de vote. Les fondateurs, comme le dit le nom, ce sont vous, les familles Ferrand et Luigi, qui ont fondé, entre guillemets, la SKIC. Ça veut dire qu'un nouvel investisseur qui arrive avec, par exemple, 2 millions d'euros, il se retrouve dans quel panel aujourd'hui? Est-ce qu'il sera vraiment décisionnaire? Alors ça, c'est une question à laquelle on a répondu en 2017. C'est une question très importante que vous posez, puisque ça pose la question du modèle. Et ici, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus au cours des 2 dernières années, parce qu'on était extrêmement pris par la réorganisation du Sporting Club de Bastia et son maintien en Ligue 2, puisque vous avez vu qu'on a changé complètement l'organisation interne, puisqu'on a un pôle finance, communication, organisation, donc direction générale, qui est maintenant assumée par le président directeur général, qui est à mes côtés, qui est Claude Ferrand. Et puis on a un pôle sportif, et je ne vais pas vous faire
la suite de vous expliquer qu'Antoinette a pris toute la direction sportive, vous connaissez ça par cœur. Et donc c'est une réorganisation fondamentale sans jamais changer l'esprit qui nous a fait démarrer en 2017 avec l'idée que ce club était un club coopératif. C'est une coopérative. Et donc la réponse, elle est dans votre question, et on va l'expliciter plus avant. C'est que ce modèle, il n'est pas le modèle des clubs amateurs ou de Ligue 2 et encore moins de Ligue 1 en France. Il n'y a pas de coopérative du football français en dehors de Bastia. Or, ce modèle, et c'est à tout le monde d'y répondre, parce que c'est un modèle coopératif et pas seulement à nous, est-ce que ce modèle nous a porté jusque-là ou est-ce qu'il nous a empêché d'arriver plus loin? Moi, Pierre-Noël Luigi, et on en est d'accord avec Claude et tous les autres, on constate très simplement que ce modèle nous a permis, année après année, de sécuriser le club, de lui donner des ambitions de long terme, de parler de très long terme et de pérennité. Et tous les ans, depuis 2017, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, il faut trouver de l'argent pour boucler la saison. Et jusque-là, évidemment, vous avez cette espèce de verbiage, parce qu'on peut appeler ça que du verbiage. Relégation qui n'en est pas une si vous ne trouvez pas de l'argent. Pour nous, c'est exactement business as usual. Tous les ans, on sait très bien qu'il faut vendre des joueurs, serrer les boulons, faire des grands matchs, avoir des résultats. Il y a rien de, pour nous, rien ne change depuis hier soir. On fait le même métier. Pardon ? Est-ce qu'elle n'est pas plus importante, la somme à trouver cette fois? Absolument pas, puisqu'elle est beaucoup moins importante, puisqu'elle est déjà là. Les autres années, nous ne l'avions pas. Aujourd'hui, la somme à trouver, nous l'avons. Puisque les joueurs ont été vendus pour un total de, à la fin de la saison dernière, plus de 5 millions. Il nous reste plus de 2 millions à encaisser. Donc même avec la baisse dramatique des droits télévisuels que vous connaissez très bien, que l'on a apprise début septembre, même avec ça, nous avions assez de réserves pour faire en sorte que le club soit en trésorerie positive au 30 juin 2025. Il se trouve que, évidemment, la question que vous posez n'est pas là-dessus, mais il se trouve que, évidemment, la DNCG a été prise la main dans le pot de confiture l'année dernière avec Bordeaux, hein, que ensuite la Ligue, dont fait partie la DNCG, évidemment, est mal en point, est critiquée politiquement tout azimut, vous avez lu la presse comme moi. Alors évidemment, ils se refont une santé, une virginité sur le dos des clubs qui ont un modèle alternatif, ou qui sont en opposition avec la Ligue, ou qui sont en vraie difficulté. Donc il ne s'agit pas de guerre contre la Corse et la France, il s'agit de turpitude de la Ligue au sens large, dont elle se prévaut pour nous, non pas nous sanctionner, mais prévoir de nous sanctionner au cas où. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le respect du travail qui a été fait. Et d'ailleurs, j'étais évidemment présent en mois de juin, lorsque la DNCG, avec son président, est venue nous féliciter pour le travail accompli, au mois de juin. Et là, hier, vient nous dire, c'est merveilleux le travail que vous avez fait, mais vous comprenez, il va falloir que quand même, suite à l'affaire de Bordeaux, etc., on mette un peu les points sur les i et qu'on fasse un peu des rodomontades pour montrer qu'on existe. Ça n'est pas très sérieux. Alors évidemment, pour répondre à votre question, ils nous ont aussi posé la question du modèle. Donc si on devait résumer, la DNCG, c'est des sanctions, pas de solution. Au sens global pour le foot. Ils nous disent le modèle de la Ligue 2, avec la vente de joueurs, avec etc., pour plein de clubs, il n'est pas viable. Le modèle de la Ligue 2, si les actionnaires ne sont pas là massivement pour remettre au pot tous les ans, eh bien, nous, on n'a pas de modèle alternatif. Mais par ailleurs, on sait très bien que tous les actionnaires de la Ligue 2 sont en difficulté parce que les droits télé baissent et il y a moins d'intérêt à être en Ligue 2. Donc, ils sont eux-mêmes dans une contradiction qu'ils ont provoquée et ils n'ont pas de solution.
Alors nous, heureusement, nous en avons. Nous en avons, puisque notre projet, il ne date pas d'hier soir. Et notre projet, c'est celui qu'on porte depuis 2017, de structurer le club, d'en faire un club collectif, coopératif, et qui, aujourd'hui, au moment où on parle, a eu les félicitations pour sa gestion passée au mois de juin, et la DNCG lui demande où est votre trésorerie à venir. La trésorerie à venir, elle est, on vient de vous le dire, dans la vente qui a été effectuée. Et donc on est dans une situation complètement ubuesque. Et ce ne sont pas les dirigeants ni le projet du club qui sont en cause, mais tout le projet du football français. Je ne suis pas le seul à le dire. Ouais. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui, on doit renoncer au modèle coopératif et transformer la coopérative en société anonyme et puis lever le doigt en disant, y a-t-il quelqu'un en Europe, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs qui veulent acheter le club de Bastia, puis il en fera son affaire, voilà. Alors, dans un monde où les droits de télé baissent, où l'audience baisse, mais nous pensons fermement que notre modèle, c'est un modèle d'avenir. Il a montré par le passé sa résilience depuis 2017, et c'est au moment où ça devient non pas difficile formellement, puisque sur le plan formel, on va mobiliser cette créance, et on aura évidemment la capacité de sortir de cet avertissement à titre conservatoire. Le problème, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que il va falloir qu'on repose la question de confiance, un peu comme à l'Assemblée, c'est-à-dire que est-ce que à Bastia, on veut un club qui soit un club bastiais, avec les actionnaires qu'on peut trouver sur le territoire, avec le projet que l'on porte, ou est-ce qu'on va vouloir rentrer dans un modèle d'actionnariat différent, avec des pouvoirs différents, et rentrer dans un modèle avec un tout petit club qui va essayer d'attirer des grands actionnaires qui vont en faire une affaire financière. C'est une question qui est ouverte, et c'est une question qu'on doit ouvrir tous ensemble. Voilà ma réponse. La question que je voulais poser, s'il te plaît, merci un peu de tous vos éléments, mais quand ils prennent cette position, finalement, ils se contredisent eux-mêmes, puisque, comme ça a été dit et comme on l'a tous compris, ils ont donné toutes les garanties et l'aval par rapport à votre position et votre proposition et notre projet, je dirais, au mois de juin. Comment aujourd'hui peuvent-ils dire le contraire et comment ils vous signifient ça? Parce que finalement, on ne peut pas dire à quelqu'un va jusque-là, comme ça, le chemin, c'est celui-là qu'il faut prendre, puis à un moment donné, dire votre chemin, c'est plus le bon. Parce que c'est une très très bonne question. Alors, il est hors de question qu'on tape à bras raccourcis sur la ligne. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et puis c'est pas le sujet. Je pense que la réalité, les supporters n'attendent pas ça. Non, la réalité, c'est qu'ils disent maintenant, après les affaires dans lesquelles on s'est fait entraîner, maintenant on passe à tolérance zéro d'un seul coup. Voilà. Ouais. Enfin, on verra. C'est ça la justification. On verra si tolérance zéro partout. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire par c'est pas le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est là juste pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, quelles sont les raisons qui ont poussé la DNCG à prendre cette mesure, et ce qui est important, c'est ce que l'on continue de faire. C'est surtout ça, voilà. Parce qu'après, on peut... Moi, j'ai pas envie de chercher un coupable. Mais le chemin, on le trouve. Le chemin, on le trouve dans ce qu'on est en train de... C'est le sillon qu'on a tracé. Et je parlais tout à l'heure des investissements, de la politique qu'on assume. C'est celui-là le bon chemin. Je reste persuadé que c'est le bon chemin. Voilà, parce que sinon on aurait fait, voilà, on n'aurait pas recruté. Encore, ça me gêne de le nommer à chaque fois, mais on n'aurait pas recruté Frédéric Antonetti, on n'aurait pas pris Benoît Tavenot. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont là. On aurait continué comme ça. On remplace personne dans l'administratif. On fait une équipe au rabais. On n'investit pas dans le centre de formation. On prend pas Manu Gudigé. On prend pas un deuxième BEFF. On continue à vivre, on fait ce qu'on peut faire, et puis si on descend en national, on fait ce qu'on a en Ligue 2 tranquille, c'est bien. Puis si on descend en national, on descend, on essaiera de remonter. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on veut faire. Messieurs, je crois que la question, en fait, elle n'est pas là. La question, celle que beaucoup de gens se posent, c'est on a beaucoup vendu,
Ouais. Et vous avez expliqué, donc il y a des échéanciers. Est-ce que ça veut dire que pour Alfarella et pour Conte aussi, il y a un échéancier de la même sorte? Non, mais Alfarella et Conte sont comptés dans notre budget. Le fait de beaucoup vendre, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas besoin d'argent. Hein. Excusez-moi. Hein. Bien sûr qu'on a bien vendu. Heureusement qu'on a bien vendu. Heureusement qu'on a bien vendu. Parce que la situation d'aujourd'hui, on aurait pu la connaître avant. J'ai une question à poser justement sur ce sujet. La saison dernière, avant transfert, le déficit du Sporting était aux alentours des 3,5 millions d'euros, contrairement à la saison précédente où il était beaucoup moins élevé. Pourquoi ce déficit s'est-il creusé? C'est par rapport aux investissements? Alors, non, il y a des investissements, en partie. Après, ce que vous avez, c'est la masse salariale. Et c'est là où c'est important d'en revenir à la politique sportive. La masse salariale des joueurs, d'année en année, elle évolue. Et quand je dis elle évolue, elle peut évoluer à la baisse. Elle évolue à la hausse. Elle évolue à la hausse. Pourquoi? Parce que les joueurs, vous les recrutez, vous leur fixez un salaire pour la saison N, un salaire pour la saison N plus 1, N plus 2, donc ça monte. On était dans un modèle dans lequel on était en lien direct avec nos coachs et on répondait en direct à leurs besoins. On répondait en direct aux besoins du coach. Ah, j'ai besoin d'un défenseur central. Ah, j'ai besoin d'un milieu de terrain. On prenait un défenseur central, on prenait un milieu de terrain. Et je ne remets pas en cause ce modèle-là. Il nous a porté jusque là où on est aujourd'hui. Il a trouvé ses limites. C'est ce que je vous ai dit la saison dernière. Notre fonctionnement a trouvé ses limites. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a évolué dans un système où on a quelqu'un qui est responsable de la politique sportive. Les recrutements de joueurs, ils sont faits, ils sont anticipés. C'est pas j'ai besoin d'un défenseur central, je prends un défenseur central. C'est j'ai besoin d'un défenseur central. Ok. Est-ce que j'en ai un en réserve? Parce que je suis prêt à faire jouer un joueur de réserve, moi. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, la politique dans laquelle on est rentré. S'il y a un joueur qui est éventuellement capable d'évoluer, ou sur lequel on pense qu'il est capable d'évoluer, on va compter sur lui. Alors qu'avant, il fallait absolument avoir un joueur, entre guillemets, qui connaisse la division, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'était le discours. Et je ne remets pas en cause, hein, encore une fois. Je ne remets rien en cause de ce que nous avons fait. Hein. J'assume, hein, le bien, le mal, on a tout fait avec conviction. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec conviction. Donc on l'a fait. Et j'assume ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une autre ère. Et ce qui est important aussi, c'est de l'avenir. C'est de voir la saison prochaine. On est déjà à la réflexion de la saison prochaine. Avec quelle masse salariale on va devoir évoluer. Parce que le football va changer. Pierre-Noël l'a dit. Le football français, il est dans un état critique. Je ne suis pas là pour parler du football français, je suis là pour parler du Sporting. Mais la conséquence, c'est que le Sporting va se retrouver, quoi qu'il en soit, avec 2 millions d'euros de budget en moins chaque année. Donc, avoir des budgets à 11 ou 12, on va plutôt avoir des budgets à 9 ou 10. Et ce sera bien. Ce sera bien. Parce qu'on rentre dans je veux rentrer dans quelque chose de plus vertueux, je l'ai déjà dit. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir un résultat d'exploitation qui soit le plus proche de zéro. Le plus proche, parce que ça reste compliqué quand même. On est dans un environnement économique qui est assez contraint et assez restreint. Et notre développement sur le sponsoring, le merchandising, il n'est pas à l'infini. Donc je ne dis pas qu'on est au bout, on a encore à s'améliorer pour essayer d'augmenter un peu nos revenus, mais on ne pourra pas augmenter nos revenus de 3 ou 4 millions. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un système dans lequel il faudrait, si on voudrait travailler à budget égal tout le temps, vendre pour 6-7 millions d'euros tous les ans. C'est pas possible. On ne va pas miser là-dessus. Donc, on va travailler avec une masse salariale plus faible. Alors, est-ce que ce sera moins de joueurs qui seront payés un peu plus cher? Est-ce que ce sera beaucoup de joueurs qui seront payés pas cher? On est là-dedans. On est dans cette réflexion-là. Et c'est en ça où c'est vertueux, ce que l'on a mis en place. Et c'est en ça que la direction sportive, elle est très importante. On a changé de modèle. Dans une réflexion à plus court terme, est-ce que ça veut dire que pour finir cette saison-là, ça va passer par une vente dès cet hiver et peut-être un non-achat d'un joueur offensif? Alors, non, encore une fois. Il faut faire un peu de pédagogie là. La pédagogie, elle est très simple. Il y a dans la vente des joueurs de l'argent à recevoir. On peut en vendre un et pas c'est recevoir. Vendu, acté, etc. Donc aujourd'hui, pour sortir de cette situation-là, cette situation précise, donc relégation au 30 juin à titre conservatoire,
il faut que d'ici quelques mois, nous ayons mobilisé ces créances. C'est tout simple. On n'a pas besoin de... Avec un pardon, hein, mais sur un temps restreint. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une limite dans le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve... Pardon, hein, parce que c'est délicat de dénoncer de telles sommes, mais il faudrait trouver 2,3 millions sur 6 mois. Puisqu'après, on va continuer d'encaisser. Voilà. Donc en fait, c'est ça. On pourrait vendre un joueur, mais si on le vend à crédit, on va bonifier notre bilan. On va sortir avec un bilan qui sera hyper bénéfique, mais on n'aura pas de trésorerie. Donc c'est pas la vente d'un joueur qui peut combler ça. Sauf à dire, il se vend cash. Là-dessus, oui. C'est pour ça que c'est important peut-être de le dire, parce que, comme on dit, j'ai chaud d'écrire l'eau froide un petit peu aujourd'hui, et les supporters ont un traumatisme. Et vous le savez, l'important aujourd'hui, c'est peut-être de dire que le club n'a pas de dette à l'instant T, mais a un manque de trésorerie au niveau de son fonctionnement. Mais c'est bien ça le... C'est ça, c'est exactement. Et vous savez, j'ai pas fait référence au passé exprès pour pas faire ressurgir ce traumatisme-là. Je sais qu'il est présent chez nos supporters et chez les gens qui croient en ce club. Donc, il est présent chez nous aussi. Hein. Faut pas croire qu'on n'est pas insensible à tout, hein. Bien entendu. Hein. Mais nous, on se doit d'avancer. La situation n'a strictement rien de comparable. Un traumatisme, quelqu'un qui tombe de cheval, il a peur de remonter à cheval. Mais quelqu'un qui tombe de cheval, quand il commence à avoir peur de traverser la rue, on n'est plus dans le traumatisme, on est dans la pathologie. Hein. Dernière petite question, au final, en regardant bien les choses, même si vous avez expliqué votre point de vue, n'y a-t-il pas eu peut-être trop d'investissement d'un coup, le centre, tout le reste? On a assumé, je vous l'ai dit, on aurait pu faire le choix. C'est une prise de risque qui est assumée, c'est ça? Mais c'est une prise de risque qui est assumée. On aurait pu faire le choix de dire, on reporte notre centre de formation, hein, l'agrément, pour l'avoir. On a investi. On a réinvesti derrière. Il a fallu aménager. La DTN qui nous dit ça c'est bon, mais finalement c'est pas bon. On refait à coût de 50, 70 000 euros. Mais une fois, deux fois, ça commence à monter. On aurait pu dire on prend pas l'agrément. On prenait pas Manu Guligeli. On prenait pas Philippe Lemaire, qui est notre deuxième BEFF. Toute cette structuration-là, elle vaut de l'argent. On fait pas les travaux. On aurait dit, on reporte d'un an. Mais sauf qu'à reporter d'un an, l'agrément de notre centre de formation, c'était encore continuer à avoir des joueurs de bonne qualité dans des équipes sous l'équipe première qui ne soient pas protégés. Cette nouvelle politique, elle nous a forcés à réinvestir. En fait, c'est un nouvel investissement. On se réinvente. On réinvestit. On est là-dedans. Ce soit trouvé par des actionnaire, c'est ça? Non, pas du tout. Je crois qu'on s'est très mal exprimé. Enfin, pas du tout. On a vraiment, si vous avez compris ça, c'est qu'on est vraiment nul. Hein. On est nul. Il faut 2,3 millions sur 6 mois, mais on peut se faire financer par un organisme financier. Je ne vais pas dire un organisme bancaire. Aujourd'hui, une banque traditionnelle ne suit pas un club de foot, hein, que ce soit le Sporting ou un autre. Il y a des agences bancaires dédiées au club de foot. Il y a des organismes qui font ce genre-là. Ça vaut un peu d'argent, ça vaut un peu d'argent de le faire. Et au lieu de récupérer le 1,9 million qu'on aurait à récupérer sur Bianchini, par exemple. Je fais que parler de lui, excusez-moi, hein, mais peut-être qu'on n'en aura que 1,7. C'est une sorte de prêt sur gage, en fait. Ouais, mais c'est une rémunération. On vous prête de l'argent. Le prêt sur gage, ça serait les garanties droits télé de l'année prochaine. Voilà. Là, c'est pas du tout un prêt sur gage. On ne gage rien puisque on a une créance, nous. C'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. L'idée, c'est de la céder. Cette créance où on est certain qu'on va être payé tant cette année, tant l'année prochaine et tant l'année suivante, on va avoir un organisme financier qui nous dit écoutez, moi je vous prends un taux d'intérêt et je vous le paye tout de suite. Oui. Mais pas un gage. Il y a quand même une mobilisation de créance. Il faut être. C'est des termes techniques. Gage, c'est gage. Mobilisation de créance, c'est mobilisation de créance. Il y a une part de vérité quand même dans ce que vous dites. Attention, hein. Votre question, elle n'est pas dénuée de bon sens. Il peut y avoir des nouveaux actionnaires qui viennent investir. À ce moment-là, ça sera la trésor. Hein, s'ils immobilisent la trésor, attention. Hein. C'est très important ce que dit Claude, parce que effectivement, une des solutions, c'est de faire un appel public à l'actionnariat général et de trouver au moins 1 million sur ce qui nous est nécessaire. Mais vous savez, je vais me permettre, je ne sais plus si c'était la saison dernière ou il y a 2 saisons, j'avais fait un appel là-dessus. Parce que ça, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir dit. C'est que j'ai toujours dit qu'on était un actionnariat qui était malheureusement trop faible.
On peut se targuer d'avoir 13 000 ou près de 14 000 actionnaires, pardon, aujourd'hui. Mais, encore une fois, c'est des actionnaires. Les gens ont investi en 2019. Une part à 50 € pour certains. Merci à eux. Merci à eux. Merci à eux. Mais aujourd'hui, pour que le club avance, il faut qu'on soit, je vous l'ai dit, soit beaucoup plus nombreux. Il faudrait qu'on soit 20 000, 30 000, avec un actionnariat à une part. Ou alors que des gens viennent nous rejoindre avec une prise d'actionnariat qui soit un peu plus importante, sur des montants qui soient un peu plus conséquents. C'est là où on peut être fort. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va le faire une saison. On ne peut pas demander non plus à tous les gens, à tous les actionnaires, tous les ans, de venir remettre de l'argent. Mais investir une fois pour 5 ans d'exercice, on est bien d'accord que ça reste malheureusement pour le club, je parle. Encore une fois, attention, je tiens à être prudent dans mes propos, qu'ils ne soient pas mal interprétés. Un grand merci à la personne qui est venue acheter, qui a eu la confiance de venir acheter une part à 50 €. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et aujourd'hui, nous, actionnaires, on n'est pas assez forts. Et ça, je le redis. Et j'ai pas peur de le dire, c'est la vérité. Vous avez des clubs où ils sont 5, ils sont que 5, ils sont pas 14 000. Par contre, quand je discute avec le président, il me dit ouais, mais moi, la dernière fois, on a eu besoin, il fallait qu'on investisse un peu au centre, j'avais besoin de 2 millions d'euros. Et il a dit voilà, messieurs, il nous faut 2 millions d'euros. Ils sont 5, ils ont fait un chèque de 400 000 chacun. Et ils ont fait les travaux qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, qui va le faire? Qui est capable aujourd'hui de sortir encore autant d'argent? Ça repose que sur nous. C'est compliqué. Encore une fois, on prend des responsabilités. Je suis bien d'accord pour les assumer, mais on ne pourra pas les assumer outre mesure. Je peux pas me couper en deux. Je peux pas vendre ma chemise. Je peux pas. Voilà. C'est important. C'est pour bien mettre les choses à plat. Donc aujourd'hui, je vais résumer exprès pour que vous donniez les solutions. Aujourd'hui, il y a des solutions potentielles. Les solutions potentielles, c'est arriver à faire en sorte que cette dette qu'on a envers nous, à suite de ces ventes, voir si on peut la monnayer pour essayer d'avoir du cash. Deuxième solution, c'est des partenaires ou des nouveaux actionnaires. Et troisième solution, c'est d'arriver à faire en sorte que le club puisse agrémenter son budget avec toutes ses rentrées potentielles. C'est ça. Sachant que nous avons, vous l'avez dit assez, la créance réelle des ventes. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien résumé? Mais c'est bien résumé. On va faire la dernière question, parce qu'après, je voudrais laisser la place. Il y a Benoît qui attend pour faire sa conf. Sur un huis clos, vous perdez combien d'argent? Et sur un huis clos, vous perdez en billetterie. Alors, sur un match de championnat, on est aux alentours de 30 000 € en billetterie. Et là, sur la coupe, ça sera... Peut-être un peu moins sur le match de vendredi, mais enfin, sensiblement. On est dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Donc... Juste parce qu'il évoque le huis clos et avant que Benoît arrive, il y a aussi ce dossier malheureusement hier avec cette mesure conservatoire pour le moment. L'instruction se termine le 11 décembre. Vous allez devoir apporter des éléments. Vous en avez déjà apporté hier soir puisque vous étiez du côté de cette commission de discipline. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que peut apporter le club pour essayer de limiter au maximum cette sanction? Le club, décidément, on demande beaucoup au club d'amener beaucoup de garanties. Le club doit amener la garantie qu'il travaille pour faire en sorte que des agissements, de tels agissements ne se reproduisent plus. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous évoquez hier, effectivement, j'ai été, c'est d'ailleurs un moment assez gênant pour moi, je dois vous l'avouer, parce que quand je suis rentré en commission, vous êtes devant une vingtaine de personnes, et la porte d'entrée est au bout d'une table auquel sont assises toutes ces personnes, et on vous demande d'aller vous asseoir de l'autre côté de la table qui doit faire 10 ou 12 mètres. Et le temps d'aller, j'ai l'impression que ça va durer une demi-heure. Il n'y a pas un bruit, et idem pour ressortir. On a amené des éléments, on va en amener d'autres, j'espère, parce que Jean-Louis, notre directeur de la sécurité, travaille à ça, en collaboration avec sur la vidéoprotection. Et donc le but, c'est que tout ça s'arrête. Voilà.
Après, qu'on soit, enfin, qu'on ait des comportements, on crie, mais on sait très bien que jeter quelque chose sur l'arbitre, ça va nous porter préjudice. Et tout ça, faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. C'est Les juste pas gens, possible. Mais on parle du traumatisme de 2017, il faut parler dans tous les sens. Hein, donc effectivement, les jets de projectiles sur le corps arbitral, ça a amené des crises terribles dans le club par le passé. Donc des jets de projectiles, mous, durs, liquides, c'est pas possible. Sur Bastia, il y a tolérance zéro. Chaque supporter doit le savoir. Chaque voisin de supporter doit le savoir. Chaque voisin de supporter doit le savoir. Ça n'est pas acceptable parce que c'est Bastia. Point. C'est une donnée. C'est comme le feu ça brûle et l'eau ça mouille. On ne va pas changer le corps arbitral. Ça, nous, on n'a pas le pouvoir. Ni Claude ni moi. Ni pas grand monde en France. Donc les jets de frites, de paille, d'eau, de tout, mou, pas mou, c'est la même chose. C'est une balle symbolique tirée dans les genoux du club. Est-ce qu'aujourd'hui on peut amener des garanties pour que justement on essaie de faire diminuer ces sanctions potentielles et pour dire allez, on va tout faire. Est-ce qu'on peut arriver alors attention, après il faut pas, on va pas amalgamer parce qu'on parle supporter. Là on est sur des actes qui sont assez isolés hein, quand même. Hein. Attention, faut être prudent dans ce qu'on dit. Après apporter des garanties. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez empêcher quelqu'un de lancer le contenu d'un gobelet? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le jour où on a 10 000 personnes, il faut demander à Estia de mobiliser 10 000 agents de sécurité, un par personne. Elle est où la garantie? Voilà. Mais oui. Oui, mais non, mais ils nous ont posé la question hier. La pose de filet, c'est dommage, non? Je sais pas, je trouve ça bon. Enfin, on fera ce qu'on nous demande de faire. Hein, après. Il y a eu un soutien aussi quand même d'Anthony Gauthier. Oui. Qui dans la presse a souligné le travail que vous aviez effectué auprès des arbitres le soir de la rencontre. Ces mêmes arbitres qui l'ont souligné eux aussi effectivement dans leur rapport. Ça, c'est un élément important. Ça reste un élément important. Je pensais qu'on aurait bénéficié d'un peu de clémence sur la mesure conservatoire. Sincèrement, je m'étais dit qu'on aurait pu, et c'est ce qu'on a laissé entendre, qu'on aurait aimé qu'on aimerait, au cas d'une sanction, qu'on soit plutôt sanctionné compartimenté. Voilà, ils ont fait le choix du huis clos. J'espère que l'on n'en aura qu'un, sincèrement, et que ce que l'on va apporter comme explication fera en sorte que contre Guingamp, on pourra jouer, si c'est pas au complet, qu'on soit à 90% de notre capacité, quoi. Voilà, je l'espère sincèrement. Voilà. Messieurs, si vous permettez, je tiens vraiment à laisser la place aux sportifs, et je tiens absolument à partir d'aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas dire qu'on va plus parler de ces sujets-là. La DNCG, c'est ce qui nous a mobilisés aujourd'hui. Il faut que le sportif soit serein, et je leur ai demandé de l'être, et il faut se concentrer sur le sportif. Donc on va laisser la place à Benoît, il va vous parler du sportif, et rien que du sportif. Comme ça, on se remet dans le droit chemin. C'est pas la DNCG qui va nous faire descendre. Hein.